Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde qui a pour thématique la place de la jeunesse dans l'Afrique agricole de demain. Euh, on va commencer cette conférence. Le directeur général de la FAO indiquait à l'occasion d'une conférence internationale portant sur l'emploi des jeunes dans l'agriculture, nous devons faire de notre mieux afin de rendre l'agriculture plus attractive aux yeux des jeunes. Il faut savoir que l'Afrique est le continent le plus jeune, avec près de 60% de sa population qui est âgée de moins de 25 ans. Il y a aussi une pression démographique qui entraîne une augmentation de la demande alimentaire, mais également une augmentation de la demande d'emploi. On pourrait penser du coup que le nombre d'agriculteurs augmente, mais ce n'est pas le cas et les exploitations agricoles peinent à se renouveler. Les jeunes rencontrent de nombreuses difficultés et pour commencer à découvrir cela, je vous propose d'écouter le court témoignage de Pascaline, interrogée par Suzanne Sambou au Sénégal. Pascaline, Mhm. comment vas-tu? Ça va bien. Alors Pascaline, si ma mémoire est bonne, tu étais à la fac sciences de l'université Cheikh Anta Diop. Mhm. Pourquoi de la fac à la ferme? Euh, J'étais à la faculté des sciences et techniques où j'ai fait 2 ans, physique, chimie, sciences de la matière. Et ensuite, je me suis retrouvée encombrée parce que ce à quoi je m'attendais à la faculté n'était pas ça. C'était une désillusion totale. Alors, je suis partie pour me retrouver dans ce que j'aime vraiment faire aujourd'hui, qui est l'agriculture. Simplement. Ah, l'agriculture, tu aimes Ouais. bien, hein? C'est ma passion, mon rêve. Ok, c'est super. Ouais, Tu te sens bien? tout à fait. Ok. Je suis épanouie. Ah, c'est bien. Quelles sont les difficultés aujourd'hui en tant que jeune? Voilà, les difficultés, c'est surtout l'accès à la terre. Nous sommes dans une région où les contraintes socio-culturelles sont très présentes. Difficile, très difficile de trouver la terre. Les gens ne vendent pas dans certaines régions. Même si on les trouve, c'est souvent à des prix exorbitants. Donc vous comprenez, pour des jeunes entrepreneurs comme nous, des débutants, c'est pas toujours évident de pouvoir trouver ces terres-là. Et la deuxième difficulté majeure, c'est l'accès au financement. On ne les trouve pas toujours, c'est difficile. Donc, ce sont les principales difficultés auxquelles nous faisons face ici. Ok. Donc aujourd'hui, en tant que jeune, quel conseil tu donnerais à d'autres qui voudront faire comme toi? Bon, premièrement, d'aimer le métier. Parce que si on n'aime pas, on n'a pas la passion, on ne peut pas rester. C'est un domaine très difficile. Très difficile, il faut l'aimer d'abord. Ensuite, chercher les compétences techniques pour pouvoir pratiquer. Et puis, trouver la terre et le financement. Si toutes ces conditions sont réunies, c'est sûr qu'on va réussir. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut ici. À travers le discours de Pascaline, vous avez pu voir les contraintes sociales et économiques dans l'accès des jeunes à l'activité agricole, mais il existe également d'autres contraintes, des contraintes techniques et surtout une problématique autour de la formation. Le sommet Afrique-France reporté cette année en octobre 2021 met également le sujet du potentiel des jeunes et de l'entrepreneuriat à l'honneur, donc preuve qu'il existe, qu'il constitue un axe majeur de développement international. Ainsi, l'implication de la jeunesse africaine dans le domaine agricole semble essentielle pour parvenir au développement durable du continent. Les défis sont nombreux et pour découvrir cela, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 intervenants. Donc, tout d'abord, Eric Adjovi est le directeur général d'Agri-Ressources Bénin, une entreprise spécialisée dans la culture durable ainsi que dans la transformation de produits agricoles en Afrique et en Europe. Agri-Ressources Group est déjà implanté dans 5 pays en Afrique et Agri-Ressources Bénin a signé en avril 2021 avec l'Agence de promotion des investissements et des exportations béninoises un protocole d'accord pour la production et la transformation du riz, des fruits et des légumes locaux. Bienvenue également à Marc Pouly, directeur général de l'ISTOM, l'École supérieure d'agrodéveloppement international située à Angers. Depuis plus de 100 ans, cette école supérieure prépare de futurs ingénieurs à la conception, la mise en œuvre et la gestion de projets de développement agroéconomique et social au service des entreprises agricoles et agroalimentaires, des agricultures familiales et des pays en développement. Enfin, Suzanne Sambou est membre de l'association de solidarité internationale Carambé Nord qui appuie, accompagne et porte des projets de développement local au Sénégal. Et dans le cadre d'une autre de ses activités, Suzanne est actuellement au sud du Sénégal pour accompagner de jeunes hommes et femmes entrepreneurs agricoles. Donc, on va commencer par
par une première question. Dans quelle mesure est-ce que la jeunesse est une composante essentielle du développement agricole en Afrique? Donc, on va commencer peut-être par Suzanne, vous qui accompagnez les jeunes agriculteurs au Sud Sénégal en ce moment. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de les accompagner? En quoi est-ce que c'était important pour vous? Bonjour à tout le monde, bonjour Marion, bonjour Muriel. Je vous remercie vraiment de m'avoir invité dans ce webconférence. Donc, c'est important aujourd'hui d'accompagner ces jeunes parce que le constat est là. Ces jeunes, une fois formés, ne savent plus quoi faire. Et vous savez que dans le monde agricole, c'est tellement difficile, il faut un accompagnement. Ces jeunes, en général, sont laissés à eux-mêmes. Et en tant que Sénégalaise vivant à l'étranger, quand je viens souvent, je visite des fermes et tout, mais j'ai vu que le besoin était là de les accompagner. Ils faisaient tout avec les moyens du bord. Il y avait plein de choses à faire. Et cette jeunesse aujourd'hui, voilà, on compte, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Afrique, c'est une bonne part composée de jeunes. Et vous savez, il y a un réel problème d'emploi et ils sont obligés de créer eux-mêmes. Et la chance que nous avons ici, c'est surtout sur les climats. On est très gâtés, on a le soleil tout le temps. Donc, la terre aujourd'hui, travailler la terre, c'est très important pour développer l'Afrique aujourd'hui. Et on commence par ces jeunes. Et ils ont compris aujourd'hui, aller à l'école, ça ne veut pas dire forcément travailler dans un bureau, avoir un costume, une cravate. Ils sont allés vers la terre et on s'est dit, il faut les accompagner afin que demain, l'Afrique soit autosuffisante alimentaire ou voilà, bref, l'agriculture, on peut compter sur l'agriculture. Et avec ces jeunes, on peut sortir la tête de l'eau. Merci Suzanne. Donc vous montrez l'importance de la jeunesse pour le développement de l'agriculture et notamment le besoin en accompagnement. Donc cet accompagnement, il passe aussi par la formation, bien entendu. Donc je vais passer la parole maintenant à Monsieur Pouli. Monsieur Pouli, vous représentez l'ISTOM, donc qui est un établissement d'enseignement supérieur dans l'agriculture. Alors, notamment en Afrique, mais aussi en France. Comment est-ce que, en tant qu'établissement d'enseignement, vous percevez l'importance de la jeunesse dans ce domaine-là, dans le domaine agricole? Alors bonjour à tous, merci de me donner la parole. Donc, comme il a été dit, effectivement, l'ISTOM est une école assez ancienne, hein, puisqu'elle a commencé en 1908, mais elle s'est installée à Angers que très récemment. Et sa mission, c'est bien de former des jeunes ingénieurs à l'agrodéveloppement tourné vers l'international et principalement, comme on dit dans l'école, au sud, c'est-à-dire majoritairement sur le continent africain. Voilà, donc pour répondre à cette question, outre le fait que c'est évidemment la mission principale de l'école, on a bien conscience à l'ISTOM que le besoin de formation et surtout le besoin de redonner une certaine forme d'espoir à la jeunesse africaine, espoir dans une agriculture familiale et des projets qui sont à taille humaine. On a parfaitement conscience de ça à l'ISTOM et on forme nos jeunes ingénieurs à aller mener des enquêtes terrain. Actuellement, j'ai plus de la moitié de mes élèves qui sont en mission principalement en Afrique sur ces sujets-là. Donc, on les forme à mener des enquêtes sur le terrain, à travailler avec des jeunes agriculteurs, à mener un diagnostic et ensuite à les aider, tout en respectant évidemment les pratiques locales et les problématiques locales, les aider à développer leur petite entreprise. Donc, c'est vraiment notre façon de procéder et l'école le fait depuis maintenant très très longtemps. On a évidemment conscience, hein, comme ça a été dit par Suzanne à l'instant, que l'Afrique est un continent très jeune et que c'est un véritable enjeu, à la fois un enjeu pour l'emploi, mais aussi un enjeu tout simplement pour nourrir l'humanité. Voilà, on a conscience de tout ça et l'ISTOM, donc, à la fois forme des ingénieurs français, mais aussi étrangers. Mais sa façon de faire, c'est vraiment d'aller sur le terrain au cours de différentes missions. Et là, très clairement, aider les pratiques locales et mener des projets qui ne sont pas forcément de très, très gros projets, mais qui sont bien utiles localement. Voilà, donc notre place, elle est là. Et puis, je voulais rajouter aussi que
c'est une place où la pluridisciplinarité a énormément d'importance. Donc l'ingénieur histomien, il s'interroge aussi bien à la technique agricole d'une manière générale, donc évidemment le sol, la terre, les ressources, les semences, les pratiques locales, le matériel, mais aussi toutes les données socio-économiques. Et ça, c'est très important pour nous, c'est vraiment notre façon de faire. C'est-à-dire qu'on ne se cantonne pas juste à l'agriculture, à l'agronomie, mais on prend un projet, une enquête terrain dans son ensemble. Voilà, je dirais que l'ingénieur histomien, c'est un peu un couteau suisse, et puis il a l'habitude d'aller travailler dans des pays où il est utile et où quelquefois le confort n'est pas au rendez-vous, mais c'est vraiment notre façon de faire. Voilà, donc c'est vrai, c'est vraiment une école d'ingénieurs qui, je pense, par ses actions, peut aider les jeunes Africains à s'installer, à développer leur entreprise d'agriculture. Je pense que c'est vraiment notre façon de faire. Merci. Donc, vous insistez beaucoup sur cette mission d'accompagnement, ce qui rejoint un peu le témoignage de Suzanne juste avant, la nécessité de l'accompagnement des jeunes et notamment, vous citez cette opportunité d'entrepreneuriat. Et donc, on va s'intéresser peut-être au secteur privé avec Monsieur Adjovi. Monsieur Adjovi, le Bénin, c'est le 6e pays dans lequel AgriRessources Bénin, enfin AgriRessources Group s'implante. Pourquoi est-ce que AgriRessources et au Bénin? Pourquoi est-ce qu'il a choisi le Bénin? Est-ce que la jeunesse, ou le potentiel de la jeunesse dans l'agro-industrie était un facteur déterminant ou quelle importance avait cette jeunesse-là? Donc, Monsieur Adjovi, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et je suis très content d'être avec vous sur ce rendez-vous. En fait, il ne faut pas dissocier la question d'installation d'une entreprise des autres questions auxiliaires. Nous sommes dans l'agriculture, certes, mais toutes les autres questions qui font que une entreprise s'intéresse à un pays sont présentes. Le Bénin attire actuellement, ce n'est pas que Agricop. Le Bénin, c'est un pays ouvert sur le Nigeria, qui partage 700 km avec le Nigeria, et qui donne accès à un marché de 350 millions de consommateurs avec l'espace CEDEAO. Donc, c'est un pays qui attire actuellement. Certes, au niveau de Agricop, nous avons également dans notre ADN quelques éléments qui font qu'au Bénin, c'est particulier et ça nous intéresse. Et effectivement, c'est la question de la jeunesse. Agricop ne va pas dans un pays où il n'y a pas un embryon d'initiative qui l'intéresse. Il faut qu'il y ait déjà un petit projet porté par des nationaux qui l'intéressent et ce n'est que comme cela que Agricop va s'installer. Et au Bénin, effectivement, il y a de quoi faire. Il y a des initiatives. La jeunesse béninoise fourmille vraiment d'initiatives. Sur l'ensemble de la chaîne de production agricole, vous avez beaucoup d'acteurs qui travaillent sur les services agricoles, les services pré-production, les services de production, la gestion post-récolte, voilà, la mise sur le marché. Et donc, vous avez beaucoup d'initiatives, effectivement, pilotées par des jeunes béninois. Et nous sommes venus au Bénin, comme partout aussi où nous sommes présents, à travers ce type d'initiative que nous identifions, que nous accompagnons, que nous intensifions. Et donc, voilà, que nous apportons vraiment plus de la méthodologie que l'idée de base. L'idée de base, elle est portée par la jeunesse béninoise, elle est portée par des jeunes. Et nous venons donner corps, donner un peu plus de méthodologie, d'envergure et de moyens également pour passer, au fait, ces projets à l'échelle. Agricop est venu au Bénin, surtout sur le riz, par exemple. Si moi, je travaille aujourd'hui pour Agricop, je les ai connus il y a 2 ans sur le riz parce que j'étais avec certains collègues et on pilotait déjà un projet sur le riz. Et donc, c'est comme cela que Agricop a décidé de venir au Bénin et donc de venir faire monter le projet à l'échelle. Et ensuite, il y a d'autres initiatives aujourd'hui que nous essayons d'identifier, toujours portées par des jeunes, sur les produits de l'agroalimentaire, des jus de fruits, voilà. Et que nous accompagnons effectivement pour donner
la puissance ou la taille nécessaire pour pouvoir influencer sur le marché. Et donc, effectivement, c'est la jeunesse béninoise, pour résumer, qui nous a porté vers le Bénin, effectivement, à travers ces initiatives. Voilà. Merci. Donc, on entend bien hein, cette importance aussi de développer un peu la chaîne de valeur dans le milieu agricole pour la rendre notamment attractive. Donc, on va passer à la deuxième grande question de cette table ronde, c'est comment vos missions elles contribuent à lever les freins principaux rencontrés par les jeunes dans les activités agricoles. Donc là, je vais m'adresser à Marc Pouly. Marc Pouly, l'ISTOM, est signataire de la charte IAM Africa. Donc, la charte IAM Africa qui a pour objectif de promouvoir les bonnes pratiques agroécologiques, l'agropastoralisme au Sahel. Pourquoi est-ce qu'un établissement tel que l'ISTOM a souhaité être signataire de cette charte-là? En quoi est-ce que cela peut contribuer à renforcer ce secteur et son attractivité? Alors, l'ISTOM est signatrice de cette charte parce que, évidemment, comme je vous le disais, elle est présente en Afrique depuis longtemps et en particulier au Sahel. Donc, elle ne pouvait que signer cette charte. Et en plus, je voudrais souligner que quand on lit ce qu'il y a, enfin, le projet de cette charte et puis à quoi on s'engage quand on est signataire, ça correspond vraiment à notre ADN et à ce qu'est l'ISTOM. Donc, c'est une approche, je dirais, très pratico-pratique. C'est une approche qui respecte l'environnement avec une agriculture durable. C'est une approche où la transparence est très importante. Et donc, cette charte, elle correspond à nos valeurs, elle correspond à notre ADN. Il est aussi prévu que dans le cadre de cette charte, on doit soutenir des projets qui sont viables et soutenables, ce qui correspond vraiment à notre approche. Quand on forme des jeunes ingénieurs à l'ISTOM, on leur apprend ça dès le début, c'est que voilà, pour mener un projet, en particulier dans l'agriculture et en particulier dans les pays du Sud, il faut d'abord faire une étude, bien comprendre ce qui se passe pour ensuite proposer quelque chose qui soit réalisable. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est signataire de cette charte. On est déjà engagé dans de nombreux projets en Afrique d'une manière générale. Au moment où je vous parle, j'ai plus d'une centaine d'élèves qui est engagé dans des missions jeunes experts. Donc, ce sont des missions qui ont lieu en 4e année, des missions qui ont lieu dans le cadre d'un commanditaire, c'est-à-dire d'une entreprise ou d'une coopérative qui missionne les jeunes histomiens pour une étude sur le terrain. L'étude se conclut toujours par un diagnostic et puis des propositions techniques, sociales, humaines pour améliorer le projet. Voilà, donc tout ça, c'est du très concret et l'approche de la charte, pour ça, nous correspond bien. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que nous sommes utiles dans ce cadre-là et c'est pour ça que nous l'avons signé. Très bien, merci encore une fois cet accompagnement et cette expérience de terrain à l'ISTOM. Monsieur Adjovi, vous aussi, la Agri-Ressources Bénin a pour objectif de créer à terme 1000 emplois sur le territoire. Comment est-ce que la jeunesse va être particulièrement ciblée par ces créations d'emplois? Comment est-ce qu'elle va être impliquée dans les activités d'Agri-Ressources Bénin? Je dirais que la jeunesse s'impose dans nos projets. Pour la petite histoire, quand nous avons, il y a environ un mois, commencé à recruter les ingénieurs agro, on était tentés, parce que nous venons d'arriver, nous sommes pressés d'être opérationnels tout de suite. On s'est dit, on va recruter des seniors qui sont indépendants tout de suite, qui peuvent se mettre à l'ouvrage tout de suite. Et nous avons commencé les auditions, nous avons changé assez rapidement de fusil d'épaule parce que quand vous cherchez de l'adaptabilité, quand vous cherchez des personnes capables d'apprendre, d'être ouverts sur le monde, d'intégrer la technologie, tout de suite, il n'y a que les jeunes qui puissent suivre ça. Et ça nous a apporté à la fois de l'international. Nous avons aujourd'hui dans notre équipe une jeune ingénieure agronome qui a été formée à Thiès, au Sénégal. On a une autre qui nous vient du Nigeria. Voilà. Donc, ça nous a à la fois ouvert les portes de l'international. Et donc, nous avons une équipe qui est jeune, qui est dynamique. Et donc,
Quand vous cherchez de la force de travail, quand vous cherchez une capacité à vous adapter au marché, vraiment à avancer très, très vite, avoir de toute manière une société comme la nôtre ne peut être gérée, ne peut être pilotée en mode start-up avec vraiment de l'agilité. Donc, ça a besoin quand même des gens qui soient capables de s'adapter et d'innover. Et ça, c'est la jeunesse africaine, en tout cas béninoise, et je pense que la jeunesse africaine de manière générale, elle est de mieux en mieux formée, elle est outillée, elle est ouverte sur le monde, elle a les outils technologiques qui lui facilitent vraiment une adaptation extraordinaire sur des enjeux comme ceux que nous portons. J'écoutais tout à l'heure M. Poulier, je disais que nous aussi, on aurait pu signer cette charte parce que ça correspond réellement à ce que nous faisons en termes de production durable, de la mise au cœur même de la démarche de production de l'homme. Et donc, nous aurions pu complètement signer une telle charte. Tout à fait. D'ailleurs, on le voit bien sur le site de Agri-Ressources Group. Il y a la mention qui est faite aux objectifs de développement durable, au terme de prendre en compte l'ensemble des parties prenantes au sein des projets agricoles. Donc, c'est vrai que c'est très prégnant sur votre site Internet. Oui, oui, oui. En fait, ce n'est pas que sur le site Internet, c'est même à la réalité au fait, de ce que nous faisons. Parce que ça peut sur le site Internet ne pas correspondre à la réalité de ce que nous faisons. Nous venons, en fait, même nos moyens de production viennent des fonds verts. Nous venons de mobiliser 40 millions d'euros avec un fonds vert. Donc, il y a une exigence de mettre au cœur de notre processus de production les enjeux environnementaux. Et de toute manière, vous ne pouvez pas faire dans la production sur le long terme, avoir des partenariats robustes avec des acteurs aujourd'hui si vous ne faites pas de la production durable. Si vous n'êtes pas sûr que ceux qui vous livrent la matière première seront là demain encore pour vous livrer la matière première, vous ne faites pas de l'agriculture, vous allez dans les... Voilà, vous faites autre chose. Mais si vous êtes dans l'agriculture, il faut faire une agriculture qui respecte les hommes, qui respecte également l'environnement. Et puis, bon, et c'est ça également le fait d'associer dans les projets à la base des locaux oblige également à avoir un regard national. Moi, je suis béninois, donc je travaille pour Agricop, donc je défends à la fois les intérêts d'Agricop, mais je défends également et surtout les intérêts du Bénin. Et donc, la protection de l'environnement, la protection des hommes et des femmes qui travaillent pour Agricop, c'est quelque chose qui m'importe particulièrement. Très bien, merci, merci Monsieur Adjovi. Éric Renaud est le directeur général de l'Agence nationale de mécanisation agricole au Bénin, qui a depuis peu été transformée en société d'État, si je ne m'abuse, avril 2021. Enchanté, monsieur Renaud. L'Agence nationale de mécanisation agricole, elle a pour but de promouvoir en fait tout ce qui est machinisme agricole. Et maintenant, elle va réaliser des activités plus commerciales et industrielles en tant que société d'État. Et elle va contribuer de manière plus conséquente au programme de modernisation du secteur agricole au Bénin. Donc, monsieur Renaud, on est brièvement passé sur les questions de la manière dont la jeunesse est une composante essentielle du développement agricole en Afrique et la manière dont les missions des différentes structures contribuent à lever les freins principaux. Donc, monsieur Renaud, vous, au Bénin, quelle place occupe la jeunesse dans le domaine notamment des agrotechnologies? Alors, tout d'abord, toutes mes excuses pour le retard, j'ai une demi-heure de retard. Voilà, alors pour ce qui est de la jeunesse, bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis, on va parler de la jeunesse alors que j'ai les cheveux gris, c'est un peu plus facile. En fait, nous, dans le cadre du plan national de mécanisation agricole, je vais retracer un peu ce que c'est. Donc, le plan national de mécanisation agricole, c'est un plan qui a été élaboré en 2019 par le gouvernement béninois sur la base d'une trentaine d'années d'expérience de mécanisation au Bénin diverses et variées. Et le Bénin, et je pense qu'Eric Adjovi a dû vous en parler, il y a un gros potentiel agricole et aujourd'hui est à un niveau où, je dirais, pour améliorer le côté durable et productif de l'agriculture béninoise, il a fait le constat que la mécanisation était un bon outil pour améliorer la ressource économique qu'est l'agriculture au Bénin, puisque c'est la principale ressource économique.
Voilà. Donc, dans ce cadre-là, il y a un plan national de mécanisation agricole qui a été défini, qui concerne toutes les filières, production végétale, production animale, halieutique, forêt. Et en gros, on va de la préparation ou de l'étude de l'aménagement d'une parcelle jusqu'au magasin des vendeuses de poissons fumés. Et on s'occupe de tout. On a une fonction transverse dans l'agriculture. Donc, cette agence est opérationnelle depuis 1 an et demi maintenant. Et elle s'est transformée. Donc, la mission régalienne qui est, je dirais, l'application de la stratégie du plan national de mécanisation a été complétée par une partie industrielle, puisque le Bénin fait partie des… Il y a 4 pays en Afrique de l'Ouest et centrale qui ont des usines d'assemblage de matériel agricole et de tracteurs. Le Cameroun, le Nigeria, le Bénin et le Mali. Et aujourd'hui, il y en a une seule en fonction et qui fonctionne correctement, c'est celle du Bénin. Et donc, on a une stratégie industrielle d'assemblage, de fabrication, de conception de matériel agricole, mais aussi de tout ce qui est pièces d'usure au Bénin. Et cette stratégie est d'autant plus, je dirais, opportuniste qu'avec le Covid, on s'aperçoit qu'il y a un vrai besoin de production locale, d'industrialiser les pays dans lesquels nous habitons, mais également de développer du service, tout ce qui est service après-vente sur le Bénin et la sous-région. Et puis, il y a la fonction commerciale qui n'était pas possible dans le cadre juridique d'une agence donc voilà, nous sommes devenus une société anonyme pour l'instant qui a un actionnaire unique, l'État, mais qui a vocation à s'ouvrir au privé en fonction des résultats. C'est une démarche complètement originale que le Bénin est en train de mettre en place dans la sous-région. Il y a peu ou pas d'agences mécanisation avec cette vocation, je dirais, de développement industriel et commercial. Il n'y en a pas d'autres, en fait. Voilà. Ce sont soit des programmes gouvernementaux, soit des programmes privés. Voilà. Donc, c'est une voie originale que le Bénin a pris. Le Bénin y met beaucoup de moyens parce qu'il considère que la mécanisation va permettre de développer l'agriculture, et notamment une agriculture durable, puisque le principe de base, c'est de mettre en place des techniques principalement de conservation du sol. Le patrimoine sol ici a été bien évalué et il y a une vraie stratégie de défense, de renforcement et de conservation des sols. Voilà. Et pour ce faire, au Bénin, on s'appuie sur nos équipes, sur des compétences qui sont de jeunes diplômés ou de jeunes sortant de lycées agricoles, d'universités. Donc, on s'appuie sur de jeunes. La moyenne d'âge, si vous m'enlevez du personnel, la moyenne d'âge, elle est inférieure à 30 ans dans les équipes. Donc, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, peu importe. Donc, on a beaucoup de jeunes. Et en fait, cette stratégie, elle est aussi guidée par ce que l'État a décidé de faire. Développer la formation. Il y a 30 lycées agricoles qui sont en gestation. L'objectif, c'est que plus de 60% des apprenants futurs aient une formation technique et pratique. Ça, c'est une nouveauté depuis 2-3 ans au Bénin, c'est-à-dire qu'il y a les formations théoriques, la formation d'encadrant, niveau licence, master et plus, qui fonctionnent déjà bien. Il y a un bon groupe, il y a un beau potentiel. Et en fait, ce qui manquait, c'était tous les relais dans une chaîne de fonctions. Et aujourd'hui, cette chaîne, elle est renforcée par la mise en place alors moi je vais parler du secteur agricole et industriel, de lycées techniques et de lycées techniques avec beaucoup de formations pratiques. Donc nous, les programmes, on s'appuie uniquement principalement sur des jeunes. Il faut dire que que les gens de ma génération n'ont pas forcément beaucoup bougé du Bénin, ne sont pas forcément beaucoup sortis du Bénin, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a une diaspora, mais dans les compétences locales. Et on s'aperçoit qu'avec les jeunes, avec les nouvelles technologies, on a des jeunes qui ont un périmètre métier fonctionnel qui est bien plus important que les gens de ma génération, hein, finalement. Et c'est très appréciable. Je vois tout ce qu'on a mis en place sur les nouvelles technologies, puisque aujourd'hui au Bénin, tous les tracteurs qui sont distribués et réparés sont équipés de systèmes de tracking.
Et toutes ces technologies sont gérées, voire développées et produites avec des jeunes qui font partie de l'équipe de l'agence que je dirige. Donc, c'est des jeunes qui m'ont développé, qui avaient les compétences théoriques par le cursus universitaire, mais qui ont aussi, en utilisant les nouvelles technologies, s'accaparer des compétences, des connaissances et les mettre en œuvre. En fait, ce qui est vraiment très intéressant ici, c'est que moi, j'ai une équipe de 5 petits jeunes qui s'occupent du système de tracking. Et très sincèrement, ils m'ont développé des solutions. Je donne un exemple. On n'arrivait pas à équiper les motoculteurs qui n'ont pas un courant continu, c'est-à-dire qui n'ont pas de batterie, avec des systèmes de tracking. Et localement, ils m'ont produit un petit module de connexion qu'ils ont branché sur le phare. Bon, ils ont trouvé toutes les astuces. À un coût, je défie quiconque de produire des choses à ce coût-là. Et ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de tracer un motoculteur. Alors, pour l'instant, on a une précision de 2 mètres, mais on est capable d'avoir ces informations, le temps de travail, le type d'outil qui est fourni avec des puces RFID, notamment montées sur les outils. On est capable d'enregistrer, on est capable de sécuriser la plateforme, et on est même capable de mesurer les surfaces, les temps de travaux. Voilà. Donc, il y a ici et localement un potentiel, pas seulement intellectuel, mais de mise en œuvre pratique et concrète de solutions qui vont permettre, je pense, à l'agriculture béninoise d'avancer très, très vite. On est, comment dire, donc moi, je suis un peu le mauvais exemple parce que je suis expatrié ici au Bénin pour gérer cette structure. Ça tient au fait que moi, j'ai des compétences en récolte du coton, par exemple, mécanique, voilà. Mais ici, on a su structurer et nous fournir, en fait, on a su s'accaparer des compétences et des connaissances, les mettre en relation avec le tissu universitaire, le tissu de formation, les lycées agricoles et également les utilisateurs finaux que sont les agriculteurs au Bénin. Et aujourd'hui, globalement au Bénin, les gens pensent que le marché de la machine agricole, ce n'est pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a à peu près 1500 tracteurs qui fonctionnent au Bénin. Et le besoin est probablement autour de entre 8 et 10 000 tracteurs, équipements agricoles divers et variés. Je parle toujours du tracteur de force motrice, en fait, parce qu'on travaille aussi avec des outils développés localement, par exemple des roues semeuses. C'est des roues semeuses qui sont poussées par des gens pour semer, faire du semis en place. Ça, c'est fabriqué également au Bénin. Voilà, donc il y a vraiment un tissu intéressant qui repose principalement sur les jeunes. Et la particularité du Bénin, c'est qu'on a des jeunes qui s'intéressent à l'agriculture. Voilà, ça c'est une vraie particularité. Moi, j'ai un peu tourné dans plein de pays et plein de continents. Et au Bénin, on a vraiment une jeunesse, moi je le vois avec les équipes qui m'entourent, on a des jeunes qui sont intéressés par l'agriculture. Et pas seulement par faire des plateformes Internet ou des solutions informatiques, hein, parce qu'en gros, on fait toujours la dissociation entre ceux qui s'intéressent à la charrue, au tracteur, et ceux qui utilisent des drones. On a des jeunes qui sont vraiment très, très intéressés et très motivés pour travailler dans l'agriculture. Et pour preuve, là, on vient de mettre en place on est en train de mettre en place un réseau de mécaniciens certifiés qui existe. Il y en a 30 aujourd'hui qui sont certifiés. La moyenne d'âge est inférieure à 30 ans. C'est des jeunes qui sortent, qui ont une licence ou un master d'école technique béninoise et qu'on accompagne dans leur investissement et dans leur plan de trésorerie et dans leur business plan pour qu'il y ait un service. Et très sincèrement, à la vitesse où ça va, d'ici 3 ans au Bénin, vous aurez un réseau de compétences et de services. Et la vocation et la stratégie du Bénin, c'est aussi de s'étendre sur la sous-région et de fournir du service. Là, on est contacté par des gens du Burkina. Pourquoi? Parce que le Burkina, en ce moment, pour aller au Burkina, envoyer des techniciens, c'est un peu compliqué. Alors que nous, les camions, les mécaniciens béninois sont tout à côté, ils sont prêts à traverser la frontière. Voilà. Donc, je fais un peu l'éloge du Bénin là-dessus, mais il faut reconnaître qu'il y a une espèce de dynamique qui est en place avec des jeunes qui trouvent leur place. Agri-Resources, là, avec Eric Adjovi, nous, on collabore fortement avec eux sur la partie mécanisation, mais c'est vraiment, globalement, la moyenne d'âge, elle est très faible hein, sur tous ces projets et il y a vraiment des compétences. Voilà. Donc,
On a même aujourd'hui pas mal de gens ou d'investisseurs ou de fabricants de matériel qui commencent à être intéressés par venir et on est capable de leur montrer des compétences avec des gens qui sont qualifiés sur de la qualité, sur de la soudure, etc. Voilà. D'accord, merci. Oui, Eric Adjobi, en effet, a mentionné cette importance de la jeunesse à Agriculture Bénin. Et puis vous avez insisté sur cette capacité d'adaptabilité de la jeunesse, de polyvalence dans leurs compétences. Ça s'est vu notamment à l'introduction dans la vidéo de Suzanne Sambou. C'est une personne donc, qui passe de la fac à la ferme. Et ça a bien montré cette capacité de polyvalence. Alors, Suzanne, je ne sais pas si vous êtes encore connectée parce qu'on ne vous voit plus, mais voilà. Donc, Suzanne, vous, qu'est-ce que vous constatez au Sénégal, puisque Suzanne est au Sud-Sénégal? Est-ce que c'est la même chose qu'au Bénin? Il y a une force vive de la jeunesse dans l'agriculture et ils ont cette capacité d'adaptabilité, de polyvalence. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous valorisez le métier d'agriculteur au Sud-Sénégal? Oui, Marion, au Sénégal, les jeunes sont très engagés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils quittent la fac. Pascaline, elle faisait physique-chimie à la faculté Cheikh Anta Diop. Elle a tout quitté pour aller à la ferme pour vous dire combien maintenant les jeunes ont pris conscience qu'ils peuvent réussir en travaillant à la terre. Après, il y a toujours cette difficulté de formation quand on quitte la faculté de sciences pour venir à la ferme. Il faut forcément une formation. Et on n'est pas prioritaire quand on vient de la fac, on a un diplôme en physique-chimie. Quand on dit, oui, je veux me reconvertir en agriculteur, au début, on dit, bah oui, il y a ceux-là qui sont là depuis, vous n'êtes pas prioritaire, mais il faut forcer, comme elle l'a dit, il faut avoir la passion. Ils sont réellement engagés et maintenant, on trouve beaucoup de jeunes formés en GIE. C'est là encore, nous, en Karambénor, en tant qu'association, on les aide à se structurer parce qu'au départ, c'est des fermes familiales et derrière, il n'y a pas un statut de GIE ou d'association quelque part. Oui. Mais ils sont très engagés, ils ont pris conscience maintenant. D'accord. Donc, vous parlez de ces difficultés de passer. Voilà. On a bien aimé la formule de la fac à la ferme. Et donc, il y a justement une étude qui a montré que certains diplômés qui sont diplômés en agriculture, ils recherchent des emplois, mais qui ne sont pas agricoles en Afrique. Est-ce que ça, vous le voyez, Suzanne, au Sud-Sénégal, est-ce qu'il y a des diplômés en agriculture qui ensuite ne se tournent pas vers l'agriculture, mais vers d'autres secteurs? Après, le sud du Sénégal, c'est un peu particulier. C'est une région pluvieuse. En général, les diplômés, ils cherchent quand même dans l'agriculture. Il y a à l'université ici de Ziguinchor, il y a comment on appelle, un département agroécologie, mais ils ont même du mal à trouver des stages dans ces fermes parce que c'est une nouvelle chose. Les agriculteurs, ils ont peur de recruter un jeune qui vient de l'université. Ils préfèrent prendre le cousin qui est au village, qui n'est pas parti à l'école, parce qu'ils se disent, oui, je suis agriculteur, j'ai 50 ans, qu'est-ce que je pourrais apprendre à ce jeune sorti de l'université? Il y a ce problème-là, je ne sais pas comment l'appeler. Les jeunes agriculteurs, ils ont toute la théorie et tout, ils sortent des universités, mais ils ont besoin de la pratique. Ils trouvent d'énormes difficultés à avoir où s'insérer réellement. Mais la plupart du temps, ils cherchent dans ce monde agricole, à s'insérer dans ce monde agricole. Monsieur Pouly, c'est la même chose pour vos étudiants de l'ISTOM? Est-ce qu'ils ont des difficultés à trouver des stages de terrain ou pour eux, ils sont plutôt bien accueillis? Non, ils ont pas de difficulté. Alors, si on met à part ce qui vient de se passer depuis maintenant 2 ans avec cette pandémie, non, ils ont pas trop de difficultés, tout simplement parce que on a un réseau quand même très très étendu d'une manière générale et en particulier en Afrique, hein, avec des anciens élèves, les alumni. Je vois que ISTOM Alumni est branché sur la web conférence. On a un réseau, je dirais, très important d'anciens qui travaillent, qui sont dans les pays du Sud et qui nous prennent très, très souvent nos étudiants en stage. Et puis surtout, je dois dire que dans l'architecture de notre formation,
ce besoin d'aller sur le terrain et de faire des stages, il est essentiel. C'est-à-dire que nos étudiants, ils ont besoin de ça et surtout, ils sont utiles. Parce que le stage vu par l'ISTOM, c'est avant tout, comme je l'ai déjà dit, une enquête terrain qui débouche sur des propositions concrètes, après analyse des difficultés. Donc, c'est vraiment notre manière de faire. Ils sont là pour apprendre, bien entendu, quand ils sont en stage, mais ils sont aussi là pour accompagner et d'une certaine manière, commencer à aider. Et c'est très important puisque ça sera leur futur métier. Voilà, donc c'est dimensionnant pour notre formation. Je vous laisse juste revenir sur ce que j'ai trouvé le témoignage de Pascaline très, très intéressant. J'ai bien aimé la formule aussi. Mais j'ai trouvé que c'est très intéressant parce que quand on l'interrogeait sur les principales difficultés, elle a parlé d'accès à la terre, de contraintes socioculturelles et de financement. Et ça, je pense que pour en avoir beaucoup discuté avec un des enseignants-chercheurs de l'école qui est d'origine malgache, on identifie un certain nombre de freins justement au développement, à la formation et d'une certaine manière au retour vers la terre des jeunes Africains. C'est à la fois des freins techniques, mais aussi des freins physiques très concrets, comme le manque de terre, le manque de financement, et puis aussi des freins culturels, où il faut leur expliquer que, comme je l'ai entendu à l'instant, il y a aussi un avenir dans l'agriculture familiale. Voilà. Et ça, ce sont des thèmes et des sujets sur lesquels l'ISTOM travaille beaucoup et sur lesquels on forme nos jeunes ingénieurs. Merci. Suzanne, vous voulez intervenir sur ces questions de manque d'accès à la terre et de manque d'accès Oui, effectivement, ici, je prends toujours l'exemple du sud du Sénégal. Aujourd'hui, la terre, c'est une histoire familiale, donc on ne vend pas. Voilà, c'est une recherche de dire oui, on a 50 hectares, on a 100 hectares. Les jeunes, ils sortent, ils ont besoin de terre pour l'application et tout. Ils ne trouvent pas de terre. Pascaline, aujourd'hui, elle est hébergée dans un site de recherche qui la forme en même temps, mais qui lui a donné un petit lopin de terre. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. En tant que femme, déjà, d'aller vers des propriétaires terriens, déjà pour acheter, quand on est jeune, on arrive, c'est compliqué en Afrique. Tout de suite, ah oui, tu veux acheter, est-ce que tu as de quoi acheter, tu es une femme, est-ce que, voilà. Toutes ces questions, et elle a parlé du problème socioculturel au sud. La terre, c'est vraiment autre chose. On ne vend pas. Donc, moi, j'ai fait 4 mois ici. Je n'arrive pas à trouver. Je cherche à acheter, mais je n'arrive pas. Et c'est ça. C'est vraiment culturel. Et l'aspect jeune et genre femme aussi, c'est compliqué. Et obligé d'aller dans une ferme familiale, derrière, voilà, c'est compliqué. Voilà. Comme elle l'a dit, c'est très compliqué. Et ce qui m'amène à ma question suivante, qui va s'adresser plutôt à M. Adjovi et à M. Renaud, c'est est-ce que le secteur privé est la clé de l'implication de la jeunesse dans le secteur agricole? Alors, je ne sais pas lequel des deux vous commencez. Eric, tu commences? Allez, j'y vais, ouais. Je me lance dans l'affaire, Eric. En fait, le secteur privé, alors déjà ici, comment dire, pour rebondir sur les problèmes culturels ou d'accès au financement, etc. Bon, ici, je vais le redire, on a une situation un peu privilégiée parce qu'en termes de financement, il y a un programme de financement qui a été mis en place à des taux qui sont, voilà, il y a des taux qui sont entre 2 et 6% pour, par exemple, de l'acquisition de matériel, d'équipement. Il y a 100 milliards aujourd'hui, il y en aura 300 bientôt. Voilà, il y a des taux qui sont acceptables et convenables dans un business plan. Deuxième chose, le secteur privé, comment dire, il faut l'attirer. Un acteur privé, c'est quand même quelqu'un qui, même s'il y a des valeurs dans les entreprises privées, qui cherche aussi une rentabilité à son projet, à son investissement. Et aujourd'hui, c'est une solution qui est envisagée pour développer l'agriculture. Le Bénin a toujours été axé sur une agriculture familiale, c'était la stratégie, et depuis peu, il y a une évolution pour attirer des investisseurs privés, comme AgriResources par exemple,
pour développer des clusters qui doivent normalement permettre de… Alors, ces clusters, bon, c'est des choses qui vont de 100 à 1000 hectares, probablement dans une première étape, mais qui doivent permettre d'amener des acteurs privés qui ont de la méthode, qui ont du réseau, qui ont de la logistique et qui vont permettre également de fédérer autour de leur projet, je pense que Erika Jovi vous a expliqué, de fédérer autour de leur projet dans un rayon de 20, 30, 40, 50 km, voilà, de fédérer et d'accompagner des producteurs. C'est un modèle qui a pas mal été développé en Côte d'Ivoire, hein, où Fouette-Boigny, cette époque-là. J'en parle parce que j'ai l'âge d'en parler, mais tout ce qui a été en palmier à huile, en palmier à huile et en EVA, ça s'est structuré comme ça. Et aujourd'hui, bon, voilà, les cultures de rente, et ce n'est pas seulement les cultures de rente, mais on peut le faire avec du vivrier ou autre. Il y a un peu d'appétence pour faire venir le secteur privé. Moi, je suis d'origine du secteur privé. C'est pareil, c'est compliqué de venir s'il n'y a pas un minimum de règles fiscales, économiques, voilà, pour venir investir dans un pays. Ce matin, il y a eu une annonce au Togo, à la frontière du Bénin. Il y a un projet, il y a un investisseur européen là, qui se lance dans la production de riz sur 4000 hectares. Voilà, donc il y a un programme, mais autour, il y a, je ne sais pas, 3-4 000 producteurs qui vont être fédérés, accompagnés autour de ce projet. Voilà. Donc le privé, c'est aujourd'hui, c'est la voie, je ne dis pas que c'est la seule voie, mais quand je vois par exemple la stratégie des bailleurs de fonds qui se désengagent de plus en plus de l'agriculture, de projets agricoles concrets et du financement de projets agricoles pour se déporter vers la formation, vers l'accompagnement, il n'y a que le secteur privé qui est capable de venir, pas seulement en appui, mais qui est capable de venir développer. Et très sincèrement, le privé a beaucoup d'appétence pour les jeunes compétences. Voilà, je le vois avec Agri-Ressources, avec d'autres, il y a beaucoup d'appétence pour les jeunes compétences. Voilà. C'est plus facile de travailler avec des jeunes qu'avec des vieux, j'en parle en connaissance de cause. Voilà, il y a beaucoup d'appétence pour ça. Donc, le Bénin mise là-dessus, hein, sur des clusters à vocation agro-industrielle. Alors, je sais bien que par les temps qui courent, parler d'agro-industrie, c'est toujours un peu délicat parce qu'on prend ça dans un sens assez péjoratif. Non, l'agro-industrie, c'est aussi la transformation des produits, c'est de la logistique, c'est des choses très positives qui font qu'on assure un accès à des revenus, à des techniques et à du développement. C'est aussi très positif dans certains cas. Et de toute manière, le consommateur final, aujourd'hui, si on n'accepte pas de produire avec des règles durables, équitables, ça ne marche plus, quoi. Moi, je ne vois plus beaucoup d'industriels, même d'agro-industriels. Pourtant, il y en a des sacrés avec des passifs lourds, venir développer des choses sans tenir compte de ces critères-là. C'est fini. D'accord. Donc, Eric Adjovi. Voilà, si je peux compléter 2 secondes. Donc, j'aurais voulu commencer par une boutade en disant que qu'est-ce qu'on appelle le secteur privé, parce que Suzanne aussi, ce n'est pas du secteur public. Certes, elle est à une plus petite échelle, mais c'est également du secteur privé. Et qu'effectivement, il y a une logique qu'il faut effectivement penser à rompre. Tant que l'agriculture, si elle est isolée de l'industrie, ça ne fonctionne pas. L'industrie peut venir, effectivement, même pour sécuriser l'agriculture. Et c'est ça notre démarche à nous. On n'est pas venu, d'ailleurs, on ne peut pas, quand vous avez un outil de transformation industrielle, aujourd'hui, la question d'accès aux terres qui s'opposent à des individus, des entrepreneurs individuels, se pose également aux grandes entreprises comme, grandes entreprises, on n'a pas encore fait nos preuves, mais qui ont des grandes ambitions comme nous. Et donc, on n'a pas de terre, donc on ne peut pas imaginer avoir des conglomérats de 1000 hectares, de 2000 hectares ensemble et au détriment
des populations de base. Donc, aujourd'hui, la question foncière, elle est pour tout le monde. Donc, on n'a plus de terre pour produire en dehors des agriculteurs. Donc, quand vous venez, quel que soit votre projet de base, vous êtes obligé aujourd'hui de composer avec l'agriculture familiale. Donc, c'est une agriculture familiale qu'on coordonne, à laquelle on offre même les moyens d'être mieux faite. C'est une agriculture à laquelle on offre un marché, des débouchés réguliers, des débouchés pérennes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental si vous voulez aujourd'hui avoir une industrie qui fonctionne, il faut avoir la matière première. Pour avoir la matière première, il faut également aller vers les agriculteurs individuels. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas l'agriculture industrielle contre l'agriculture familiale. Les deux peuvent coexister et les deux sont appelés à coexister. La première va développer des bonnes pratiques, va offrir des débouchés, et l'autre va offrir à la fois les terres, puisqu'elles sont là. Ce n'est pas qu'elles n'existent pas. Les terres appartiennent à des gens qui appartiennent. Les terres sont occupées par des gens qui les exploitent. Et donc, ces gens-là, il faut les accompagner à mieux exploiter ces terres, pas au détriment de l'environnement, mais à mieux exploiter ces terres pour vous donner de la matière première pour faire fonctionner vos unités de transformation. Et donc, c'est vraiment un schéma de gagnant-gagnant. On ne vient pas pour faire une politique de la terre brûlée, casser ce qui existe et repartir à zéro. On vient pour composer avec les forces existantes, avec les mécanismes de production qui sont existants. Et donc, vraiment, c'est une coproduction que nous faisons aujourd'hui sur le riz, c'est ce que nous faisons. Peut-être nous avons nos sites de production, mais ces sites de production vont représenter à peine 20 à 30% de ce que nos industries peuvent travailler. Et donc, du coup, on est obligé de composer avec les populations autochtones qui produisent également du riz. On les accompagne à mieux produire ce riz-là. Donc, le secteur privé, effectivement, peut être une solution à partir du moment où c'est un secteur privé raisonné ou raisonnable qui ne vient pas détruire ce qui existe, mais accompagner, organiser et appuyer ce qui existe. En tout cas, au niveau de Agri-Resources Bénin, c'est la démarche que nous avons adoptée. C'est comme je le disais tout à l'heure, l'ADN du groupe. Nous sommes contraints et nous sommes demandeurs de composer avec les populations qui produisent. Très bien, merci. Oui. Peut-être une dernière chose sur ce que M. Renaud disait par rapport à l'ambition de mécanisation agricole. Il y a une dimension sur laquelle il n'a pas insisté qui me paraît également très, très important pour l'attractivité de la jeunesse dans l'agriculture. L'agriculture pénible, punitive, n'est pas une agriculture viable. Je le vois encore, on a des lycées agricoles où on oblige les jeunes à faire les 2 premières années à s'atteler à la roue et à labourer et autres. Là, c'est une agriculture punitive. Quand ils finissent, ils vont s'inscrire à l'université pour faire la sociologie. Quand ils sortent de ce circuit de formation, ils vont faire autre chose, mais pas de l'agriculture, parce que c'est une agriculture qui est punitive, qui est difficile et qui finalement ne correspond pas à notre tempérament de notre époque. Donc, la mécanisation agricole apporte une facilitation de l'entreprise, une facilité de l'activité agricole qui aujourd'hui est très intéressante pour l'attractivité donc du secteur agricole pour les jeunes. Si elle est accessible, si c'est une agriculture que vous pouvez faire en étant propre, disons les choses aussi terre à terre, ça peut être intéressant. Si c'est une agriculture que vous allez faire et ne pas être complètement esquintée à 30, 40 ans, c'est une agriculture qui est intéressante. Et ça, aujourd'hui, la mécanisation agricole apporte ça. En plus de ça, effectivement, M. Renaud a évoqué des éléments qui sont très intéressants dans la vision globale de la mécanisation agricole aujourd'hui au Bénin.
c'est jouer sur les freins de la mécanisation agricole. Effectivement, les difficultés des jeunes, c'est avoir le financement pour aller à l'agriculture. Et donc, commencer avec la mécanisation agricole également aurait pu être un frein pour les jeunes pour y aller tout simplement. Mais quand on a des incitations comme celles que la SONAMA, l'ANAMA ou le gouvernement béninois développe au niveau de l'agriculture, effectivement, c'est des incitations qui sont particulièrement intéressantes. Il faut les organiser, il faut intensifier, il faut maintenant créer, il faut qu'il y ait des acteurs comme nous pour être vraiment des débouchés pour des jeunes au niveau d'accès au marché, parce que ça également, c'est un frein. L'accès au marché, vous n'y allez pas la fleur au fusil avec juste la volonté. Il faut avoir de la méthode, il faut avoir des ressources, il faut avoir une organisation. Et des groupes comme les nôtres peuvent apporter ça. Très bien, merci. Alors, je retiens en tout cas de cette table ronde cette nécessité d'accompagnement, hein. La nécessité d'accompagner la jeunesse, que ce soit en termes de formation, en termes d'outils, donc la mécanisation, en termes d'empowerment, pour tout ce qui concerne aussi la représentation politique, l'accès au marché et l'accompagnement économique des jeunes. Donc, on va passer maintenant, merci aux 4 intervenants. On va passer maintenant aux questions-réponses. Si vous souhaitez poser des questions. Alors, il y a Patrick Fresnel qui souhaite poser une question. Patrick, je vous donne la parole. Vous pouvez réactiver votre micro. Voilà. Non, oui, c'est bon, Patrick. Bonjour. Je souhaitais poser une question aux intervenants. Peut-être une comparaison un peu rapide avec ce qu'on a connu en France. Alors, je veux paraître le plus vieux de la bande, puisque je remonterai aux années 70. À l'époque, pour ceux qui n'ont pas connu, avec ce qui s'était passé au CEMAGREF. Donc, CEMAGREF, pour les plus anciens, c'était le Centre d'études du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, qui est devenu IRCA par la suite. Et j'essayais de reconstituer un parallèle avec le positionnement qui a été présenté par nos intervenants, qui est celui du pari qui est fait sur l'entrée du machinisme agricole. Alors, à l'époque, en France, cette intrusion et ce développement du machinisme agricole avait été porté d'abord par les pouvoirs publics. C'était un service qui était à l'intérieur du ministère de l'Agriculture. Et les expertises avaient été pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on s'était non seulement préoccupé du développement de la mécanisation, mais les expertises portaient également sur les impacts que cette mécanisation allait devoir faire peser sur l'environnement, notamment le cycle d'azote, du phosphore et du potassium, dont on a bien vu qu'avec des excès à l'époque chez nous, je pense à la Bretagne, je pense au remembrement, on a aujourd'hui à gérer ces excès. Alors, ma question était un petit peu similaire pour ce qui vous concerne. Vous avez tous parlé d'une recherche de compromis qu'on peut bien comprendre entre l'agriculture à l'ancienne, à la papa, à la main, et puis l'attractivité des jeunes à travers la mécanisation, etc. Mais quelles sont les mesures, les garde-fous qui vous permettent de penser que cette mécanisation va être contenue à l'intérieur d'un développement durable? Merci Patrick. Donc la question sur est-ce que la mécanisation s'inscrit, jusqu'à quel point la mécanisation de l'agriculture peut être compatible avec l'idée de développement durable? Alors qui souhaiterait répondre? Alors monsieur... Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en particulier ou je désigne? Ah, monsieur Renaud. Oui, alors ça, vous avez 8 heures pour plancher là-dessus. Là. En fait, moi, je vais parler de ce que je connais ici au Bénin. En fait, effectivement, la mécanisation faite n'importe comment, ça conduit à des choses catastrophiques. C'est aussi pour ça que les pouvoirs publics au Bénin ont décidé d'avoir une vraie stratégie, parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié, peut-être 60%, voire 80% dans certains départements, de la mécanisation, des travaux de mécanisation qui sont essentiellement du labour, sont faits par des prestataires extérieurs qui viennent du Ghana ou du Nigeria et qui sont faits avec des charrues à disques dans des conditions absolument catastrophiques.
Mais cette mécanisation, c'est le fruit de ce qu'on a imaginé il y a 30 ans. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, les garde-fous en fait sont ici au Bénin. C'est justement d'avoir écrit une stratégie de mécanisation. Voilà, ça ne se fait pas de manière empirique et complètement folklorique. C'est une stratégie nationale qui met en place des outils. Alors, il y a de la mécanisation, il y a de la traction manuelle, de la culture attelée, de la traction mécanique, mais tout ça avec un principe de base qui est, premièrement, de l'agriculture de conservation des sols. Et donc, toute la stratégie qui est mise autour de ça, au travers d'un outil très appétant qui est le financement à des taux particulièrement attractifs pour les agriculteurs, c'est conditionné à la mise en place d'itinéraires culturaux dits durables. Voilà. Donc on est dans cette démarche, c'est-à-dire qu'au préalable, il y a le diagnostic qui a été fait, qui a été posé, on a tel problème, la réponse, c'est des pratiques de ce type, du type qu'on développe aujourd'hui au Bénin en termes d'utilisation de plantes de service, de SPI direct, etc., voire de mise en place de collections végétales dans les exploitations, etc. Il y a tout un principe qui est autour. Et pour motiver les gens, parce que malgré tout ça, on est quand même dans une agriculture où la période de soudure est parfois extrêmement difficile pour beaucoup, une grande majorité d'agriculteurs au Bénin. Donc tout ça, il y a une motivation qui est faite par le financement, qui est accessible de manière, je dirais, exceptionnelle aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, voire en Europe. On a des taux qui sont très très bas, avec des échéanciers de règlement qui sont très favorables, adaptés aux productions et au calendrier agricole. Voilà. Donc les garde-fous, alors après il y a le contrôle bien sûr, le contrôle on le fait en utilisant de la technologie. La technologie c'est par exemple du tracking sur les tracteurs pour savoir comment c'est utilisé, avec quoi c'est utilisé. Et voilà, il y a tout un écosystème qui s'est mis en place, mais ça n'a été possible que par la mise en place d'une stratégie nationale orchestrée par les pouvoirs publics dans un premier temps, mais qui permet au travers de la commande publique, de l'action publique, d'initier un secteur privé, de développer un secteur privé qui prend progressivement le relais. Je vous dis, en un an, on est passé de nous, on assurait 100% des interventions sur le terrain de réparation des tracteurs, et aujourd'hui, on en a déjà à peu près 30. Je dirais, on est à 30, entre 30 et 40% par rapport à ce qu'on faisait l'an dernier, quoi, pour cette première étape du mois de mai. Voilà, donc ça a été initié parce qu'il y a un réseau de mécaniciens privés qui est en place, qui est accompagné, qui a des pièces détachées disponibles, pour lequel on les a initiés à l'utilisation, par exemple, de matériaux absorbant des huiles avec des matériaux issus du travail de la jacinthe d'eau qui envahit la lagune, etc. Voilà, il y a des exemples multiples qui font qu'on va vers ces pratiques. Et puis, au Bénin, les agriculteurs sont très soucieux de ce sujet-là. Vous ne vous pointez plus en disant bon, il faut passer un coup de glyphosate 4 fois par jour, etc. C'est fini à cette époque-là. Les gens sont très conscients. Voilà. D'accord, donc je retiens l'importance de la structuration, notamment par la mise en place de la stratégie. Monsieur Pouli, quelle place est-ce que l'ISTOM a des enseignements spécifiques à ces questions-là de mécanisation, de machinisme? Alors, oui, bien sûr, on a des enseignements sur tout ce qui est mécanisation agricole. On travaille avec des organismes comme la CUMAL et que les coopératives de matériel agricole, à la fois pour acquérir, je dirais, des compétences et des connaissances sur les circuits intéressant la technique de l'agriculture. Mais je dois dire que c'est quand même pas le projet de l'école et la mission de l'école. C'est-à-dire que la mission de l'école, c'est que, comme je l'ai déjà dit, plutôt d'aller sur le terrain, d'aider les agricultures locales. Donc, on n'est pas du tout dans cette logique de mécanisation qui pourrait être à outrance, de culture intensive. En revanche, et je rebondis sur les exemples qui ont été donnés, il y a quelque chose qui me semble très important, c'est que l'innovation, la technique, et là, on est vraiment sur le vrai sujet de l'ingénieur, apporte à l'agriculture, quelle qu'elle soit d'ailleurs, des choses très intéressantes. Avec des techniques modernes. Monsieur Renaud évoquait le tracking des tracteurs, mais
on pourrait parler d'autres sujets sur la digitalisation, sur la gestion d'une exploitation agricole. Donc, on est plutôt dans cette logique-là à l'ISTOM, plutôt que d'avoir des cours très importants sur la mécanisation telle qu'on la concevait il y a quelques années. Voilà, notre sujet, c'est plutôt une formation autour de l'innovation et la recherche, hein, qui touche aussi évidemment la technique, la mécanisation, mais on ne peut pas dire que ce soit absolument fondamental dans notre formation parce que ça ne nous semble pas forcément adapté à notre façon de voir l'agriculture, principalement au sud. Voilà ce que je pouvais répondre sur ce sujet. Très bien. Monsieur Adjovi souhaite réagir. Votre micro. Je vais demander la réponse. Voilà, c'est bon. Non. En fait, non, je ne voulais pas intervenir sur ces questions-là. Non, d'accord. C'est une réflexion interne. Monsieur Renaud souhaite réagir, je ne me trompe pas cette fois. Oui, alors, pour tout vous dire, moi j'ai fait l'ISTOM, mais à une époque révolue. Et en fait, pour ce qui est de la formation des ingénieurs, voilà, bon, la stratégie de l'ISTOM, elle est ce qu'elle est, ok. Il y a aussi, ici, nous, par exemple, on développe une stratégie de formation et d'accompagnement, et en fait, elle se fait avec un réseau d'écoles africaines. Voilà. Donc aujourd'hui, on a fait clairement un choix en termes de stratégie de formation de s'appuyer sur des partenariats avec des écoles d'agriculture marocaines, notamment ivoiriennes, Nigeria, Éthiopie, vietnamienne aussi, etc. Donc, il y a une stratégie sud-sud qui est en train de se mettre en place autour de la formation. Quelque part, moi qui suis originaire de la formation européenne, parce qu'en fait, on ne trouve plus forcément, comment dire, des formations à papa. De temps en temps, on a besoin de formations à papa dans ces systèmes-là. Et moi, j'en parle en connaissance de cause, on est envahi par la technologie en mécanisation. Alors, on est envahi par la technologie qui ne correspond pas encore aux écosystèmes qui existent en termes de pratiques agricoles. Je prends un exemple, la roue semeuse, qui est une roue manuelle qu'on développe ici au Bénin et qu'on fabrique au Bénin, s'est développée ici au Bénin avec des ingénieurs béninois. Voilà. Il y a aussi à prendre en compte dans l'accompagnement des jeunes, parce que premièrement, c'est moins cher, c'est moins compliqué administrativement, et c'est pour ça qu'on s'oriente de plus en plus vers des partenariats sud-sud dans la formation et l'accompagnement des jeunes, parce que c'est facile à mettre en œuvre. Aller en Côte d'Ivoire quand vous êtes béninois au Maroc, c'est d'une facilité enfantine administrativement. Aller en France aujourd'hui, en Belgique, en Hollande, peu importe, hein, ou en Espagne, ça devient compliqué. Voilà, ça devient cher, compliqué. Et puis, il y a encore un niveau de formation, des petites formations à papa qui nous vont bien sur pas mal de sujets. Et puis surtout, on a l'avantage d'être en situation pratique quand vous allez à Bouaké, quand vous allez à Calabar, au Nigeria. Vous êtes en situation pratique et dans le contexte que le jeune va retrouver, ou le jeune formé, ou le jeune formateur. Voilà. Donc, il y a un changement de paradigme avec l'Europe et avec les États-Unis ou le Canada, parce qu'ici, il y a beaucoup de relations avec le Canada, le Bénin et le Canada, où on s'oriente vers vraiment des partenariats, un accompagnement local. Donc, voilà, les choses évoluent aussi dans ce sens-là. Bien. Donc, Monsieur Pouly, je vous laisse répondre. Oui, non, c'est pas répondre. Je voulais dire à Eric, je savais qu'Eric était de formation ISTOM, rassurez-vous, Eric, la stratégie de l'ISTOM n'a pas changé. L'ISTOM forme toujours d'une certaine manière et principalement ses ingénieurs à l'agriculture que vous appelez à papa, mais avec l'utilisation de techniques évidemment un peu plus modernes et innovantes. Donc, on partage complètement ce point de vue à l'ISTOM, bien entendu, hein, parce que c'est vraiment l'histoire de l'école. Et on essaye juste de l'adapter un petit peu à ce qu'est
une école d'ingénieurs en 2021, d'une part, parce que ça nous est tout simplement imposé par notre organisme d'accréditation, qui est la commission d'éthique d'ingénieurs. Et puis ensuite, parce que je pense que on peut énormément aider les pays du Sud à développer à un petit niveau ces techniques ces techniques innovantes qui sont, à mon avis, très, très utiles. Voilà, je voulais réagir sur ça et dire aussi que, comme d'habitude, hein, l'histomien, quand il sort de l'école, la première chose qu'il sait faire, c'est être à l'aise sur le terrain avec les acteurs locaux et les aider à améliorer leur système de production agricole. C'est vraiment notre projet. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Merci. On va peut-être prendre une autre question si quelqu'un souhaite poser une question aux intervenants. Non, je ne le vois pas. Ah oui, Michel Brard, donc réactivez votre micro. Oui, Michel Brard, la Jardin d'Espoir, nous intervenons donc en Mauritanie et je voudrais attirer votre attention sur le problème de la formation et des écoles d'agriculture, lycées agricoles. Je trouve ce que fait l'ISTOM est remarquable, donc en envoyant donc effectivement des étudiants dans les pays du Sud. J'ai aussi bien apprécié finalement ce qui est fait donc au Bénin, et on parle d'une quantité assez importante de lycées agricoles, et je trouve que la formation donc agricole, notamment donc en Mauritanie, est particulièrement déficiente. On forme les gens finalement en biologie végétale, en biologie animale dans les facultés, et comme disait Suzanne tout à l'heure, on les envoie de la faculté de sciences à la ferme. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Ce qu'il faut certainement, c'est développer les lycées agricoles, développer la formation donc aux techniques agricoles. Et j'ai bien aimé finalement la formule, comment dire, agriculture à papa, finalement la question c'est, existe-t-il des dispositifs au nord pouvant faciliter la mise en place de lycées agricoles dans le sud? Alors, donc sur cette question-là de formation, alors c'est vrai que M. Renaud a beaucoup évoqué les partenariats de formation sud-sud et la manière dont le Bénin est impliqué dans le développement de lycées agricoles, etc. Donc le Bénin, peut-être, la situation est différente qu'en Mauritanie. Est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir sur ça, sur les dispositifs qui existeraient donc en France notamment, pour aider au développement de la formation agricole? Alors, M. Poudy l'a déjà un peu évoqué. Alors, je me permets juste d'apporter une précision. Donc, il y a finalement pas mal d'organismes de formation en Europe d'une manière générale qui seraient, je dirais, partants pour venir aider, aider, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais accompagner est bien meilleur. Dans le développement de lycées agricoles ou de formation en aidant par leur expérience de l'ingénierie de formation, etc. À l'ISTOM, on a ce projet-là, je dirais, non pas d'exporter la formation istomienne, mais d'étudier avec des acteurs locaux qui existeraient déjà, ou alors des projets qui sont en devenir, d'étudier des formes de coopération. Des formes de coopération qui peuvent être multiples, hein, qui peut être d'aider, si c'est nécessaire, à l'ingénierie de formation, mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire dans certains pays, mais aussi peut-être monter des formations croisées de façon à permettre aux étudiants de se côtoyer, de travailler ensemble et de suivre la même formation. Ça me paraît vraiment extrêmement intéressant. Et plutôt que de faire ce qu'ont fait certaines grandes écoles françaises par le passé, qui était d'exporter leur savoir-faire en l'état dans un pays étranger, et Dieu sait où s'il y a eu quelques échecs, ça serait plutôt d'étudier avec les acteurs locaux comment est-ce qu'on peut les aider et monter ces coopérations, des formations communes, et je pense que ça serait très bénéfique pour tout le monde.
Ça permettrait, comme je le disais, l'échange d'étudiants. Et ça, à l'ISTOM, on est extrêmement intéressé par ce genre de coopération, quel que soit le niveau d'ailleurs, hein, parce que c'est pas parce qu'on est un établissement de l'enseignement supérieur que on ne peut pas passer des coopérations ou des formations avec des lycées techniques, hein. Tout est possible, pour autant que les différents acteurs aient cette volonté de travailler ensemble et que chacun y retrouve son intérêt. En tout cas, moi, je tenais à dire que pour une école comme l'ISTOM, ça me paraît très important parce que on évoquait les stages des étudiants, des étudiants de l'ISTOM, mais avoir des contacts avec des lycées ou des organismes de formation dans les pays africains, c'est quelque chose que l'on fait déjà, hein, bien entendu, mais qu'on a bien l'intention de développer. Voilà, donc oui, il existe des dispositifs, oui, c'est possible. Et même si c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué de faire venir des étudiants dans les pays européens, ça reste quand même quelque chose de possible, hein. Enfin, j'espère bien que tout ça va se calmer et que les circuits habituels vont redevenir normaux, hein. Donc, je pourrais citer, par exemple, une association qui regroupe quelques écoles d'ingénieurs, et pas les moindres, et qui organise dans les pays du continent africain un concours de sélection pour faire venir ces étudiants dans le cursus des écoles françaises. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui existent. Ce serait beaucoup trop long de tout lister. Mais en tout cas, je connais beaucoup d'écoles, et en particulier l'ISTOM, hein, qui sont intéressés par ce genre de coopération. Merci. Donc, je retiens de votre réponse cette importance de mutualisation, de formation commune, éventuellement d'échange entre étudiants. Alors, sur cette question-là, il y a Vanessa Forçant qui a levé la main, et ensuite, on passera la parole à Maryse Dirouza. Je vous ai vu aussi, Maryse. Donc, d'abord Vanessa, et ensuite Maryse. Allez-y, Vanessa. Oui, bonjour. Donc, je voudrais réagir en effet sur cette question-là, parce que je suis enseignante dans un lycée agricole en France, à Montargis, et je suis aussi animatrice du réseau Afrique de l'Ouest de l'enseignement agricole, donc qui dépend de la DGER, hein, et du ministère de l'Agriculture. Et dans ce cadre-là, en fait, on développe ou on accompagne justement les lycées agricoles dans les partenariats entre lycées agricoles français et établissements de formation agricole de l'Afrique de l'Ouest, du Bénin notamment, de Côte d'Ivoire, du Sénégal en particulier. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre d'échanges et de projets justement de formation croisée, de mobilité aussi d'apprenants et de formateurs dans les deux sens, qui peuvent se faire aussi sous la forme de services civiques, d'accueil de services civiques dans les lycées agricoles. L'année dernière, par exemple, on a accueilli des Béninois qui venaient de l'Université nationale d'agriculture en service civique sur des thématiques de machinisme agricole, justement. Voilà, il y a un certain nombre de dispositifs comme ça, et Monsieur Renaud parlait tout à l'heure des 30 lycées agricoles qui allaient être créés au Bénin. Enfin, pour l'instant, il y en a 10 qui existent, et donc il y a l'objectif d'une trentaine. Et justement, l'enseignement agricole français a été saisi aussi par le ministère béninois pour accompagner à la formation des futurs enseignants de ces lycées agricoles. Donc, voilà, simplement voilà, pour donner quelques exemples de ce qui existe déjà. Et puis, avec le Sénégal aussi, il y a des ISEP, des clusters horticoles et avicoles qui sont faits aussi en collaboration avec l'enseignement agricole français. Marie, oui. Merci des dispositifs qui sont nombreux, et l'importance du secteur agricole, notamment au Pays de la Loire, dans cette coopération. Maryse Dirouza voulait intervenir. Oui, pour intervenir sur cette question de l'enseignement agricole, ECTI, c'est une association de bénévolat de compétences seniors, et on a été sollicité en tant ayant le statut d'ailleurs d'ONG, par une autre ONG qui s'appelle IECD, que vous connaissez sans doute, qui est l'Institut européen de coopération et de développement, qui a tout un réseau d'écoles familiales rurales au Cameroun, en Côte d'Ivoire et dans différents pays d'Afrique, en RDC également,
L'objectif étant, cette année-là, pour cette mission en question à laquelle j'ai participé, c'était de revoir les programmes de ces écoles dans la perspective où le ministère de l'Agriculture, de l'enseignement agricole du Cameroun souhaitait certifier les diplômes. Donc c'est pour dire qu'il existe un certain nombre d'ONG qui travaillent à la création de réseaux d'écoles agricoles. Alors il s'agissait là effectivement uniquement jusqu'au niveau, on va dire, d'un BEP agricole, hein, de ce qui s'appelait avant le BEP agricole, mais il resterait à créer aussi l'étage au-dessus. Comment ces écoles fonctionnent-elles avec des enseignants recrutés localement qui enseignent une agriculture forcément, j'allais dire, adaptée à leur pays. Quand il y a des besoins particuliers de formation de ces formateurs, ils peuvent faire appel à, je dirais, leur propre diaspora dans différents autres pays, mais qui restent des pays africains. De temps en temps, il peut y avoir des besoins, comme cette année-là, on va dire, entre guillemets, d'un expert extérieur, mais ce n'était pas, je dirais, spécifiquement pour notre compétence agricole, même si je suis ingénieur agronome et j'ai en plus enseigné en lycée agricole. Mais ce n'était pas la question. La question, c'était de dire qu'il existe des réseaux d'écoles agricoles parfois constitués par des ONG qui ensuite sont en quelque sorte intégrés dans l'enseignement agricole de ces pays africains et qui sont gérés parfaitement par les États en question. Parfois, il faut un petit coup de pouce simplement. Hein. Voilà, je voulais dire ça. Merci pour ce témoignage sur l'importance de la coopération et les possibilités qu'elle offre. On a une dernière, alors ce sera la dernière intervention, ingénierie, construction. Je vous laisse la parole si vous pouvez réactiver votre micro. Voilà. Le micro est réactivé. Allô? Oui, on vous entend. Alors, oui, bonsoir tout le monde. Bonjour. Et moi, je suis très ravi ce soir d'avoir participé à une question, une problématique qui est très pertinente, surtout dans notre pays, qui est la République de Guinée. Je m'appelle Mara Mamadou Youssouf. Je suis le directeur de Galiba Ingénierie Construction. Je suis ingénieur de génie rural. Et moi, ma première question, je ne vais pas beaucoup parler de la problématique parce que là, beaucoup de choses ont été débattues. Mais ma question va se situer c'est de voir est-ce qu'il y a une coopération entre mon pays, la Guinée, et le pays de la Loire, coopération internationale. Et s'il existe, quels sont les correspondants dans notre pays? Merci. Alors, je vois Maryse Diriusa qui hoche de la tête. C'est vrai que l'ECTI, par exemple, est une structure qui propose des compétences à l'international, qui propose ses compétences. Je ne sais pas si elle veut intervenir sur cette thématique. Je voulais juste dire qu'il y a plus compétent que nous, c'est Guinée 44. Tout à fait. Qui fait partie du réseau Pays de la Loire Coopération Internationale. Et vous pourrez certainement donner les coordonnées à monsieur. Alors, ce qui est possible de faire, c'est d'aller sur notre site internet aussi et vous pouvez retrouver l'ensemble des acteurs qui travaillent notamment en Guinée et qui pourront vous échanger avec vous pour des partenariats. Il n'y a pas de problème. Je connais Guinée 44 parce que j'ai été volontaire en 2010. D'accord. Et lors d'une formation à Mamou et à Kindia, j'ai eu le plan non seulement à les connaître, mais aussi à avoir leur expertise dans la coopération entre la Guinée et la France dans les domaines associatifs et autres. D'accord. Ben, écoutez, on pourra vous mettre en contact sans problème avec d'éventuels partenaires en Pays de la Loire. De toute façon, vous l'avez vu par les différents témoignages, la coopération, elle est là et elle est importante, notamment dans le domaine agricole. Je suis désolée, c'est l'heure de la conclusion. Alors, il y a le réseau Atlantique Social et Solidaire. Je ne sais pas si vous pouvez poser votre... Bon, je vous laisse la parole quelques instants, si vous pouvez réactiver votre micro. Et c'est la dernière intervention, parce qu'après, il y a un groupe Sahel. Oh, OK. Maintenant, non, c'est bon. J'ai suivi beaucoup d'intervenants. Les réunions à venir, je parviendrai à dire beaucoup de choses par rapport à la position de la Guinée, la jeunesse, par rapport à l'agriculture. C'est une question qui est très transversale. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Oui. Merci.
Bonjour à tous. Je m'excuse encore de ne pas être là à l'heure parce que j'avais des imprévus et il fallait que je m'acquitte de ces imprévus-là. Ceci étant dit, la question nous intéressait beaucoup. Réseau Atlantique Solidaire, c'est une association qui est basée à Nantes, qui s'appelait Didi 44, communément appelé Espoir. Donc, l'idéal pour le Réseau Atlantique Social et Solidaire, c'était d'accompagner les jeunes migrants qui arrivent ici à Nantes dans le cadre du domaine agricole. Quand on sait au jour d'aujourd'hui, l'Afrique, comment on appelle, la problématique au niveau de la jeunesse africaine, au niveau de l'agriculture, est une question essentielle. Moi, je voulais poser la question parce que depuis 2010, on s'est attelé à l'accompagnement des projets en Guinée, un peu partout en Afrique, mais précisément en Guinée, sous des coopératives agricoles. L'idéal dans la démarche de ces projets, c'était de permettre de trouver des financements ici, mettre à disposition auprès des associations, des partenaires là-bas, pour mettre en place une sorte de coopérative agricole pour les jeunes candidats à la migration, c'est-à-dire les jeunes retournés ou candidats à la migration, pour les permettre de mettre en place une coopérative agricole en essayant de comment on appelle, favoriser un peu une activité génératrice de revenus, en les permettant de rester sur place parce que la jeunesse d'aujourd'hui constitue une main-d'œuvre. Partant de la mécanisation, parce que c'est ce qui importe, quand on parle de l'agriculture en Afrique, les jeunes n'ont plus envie de prendre la daba, les houes pour aller faire. Donc, la mécanisation, ça pourrait être une solution. Moi, je voulais aussi adresser cette question à M. Pouli, qui est le directeur, je sais pas, de l'ISTOM, parce que j'ai été jusqu'à Farana. Farana, aujourd'hui, qui abrite depuis plus de 40 ans maintenant, un institut supérieur agronomique et vétérinaire qui s'appelle ISAM, qui porterait le nom de Valérie Giscard d'Estaing depuis, on va dire. Je pense qu'il y a une coopération en vue avec ISTOM et quel va être l'apport, on va dire, de ces partenariats-là pour permettre ainsi à ces jeunes qui sont formés à cet institut supérieur agronomique et vétérinaire pour acquérir des compétences en ingénierie mécanique agricole. Alors, Monsieur Pouli, vous aurez le mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur. Alors, merci beaucoup pour votre question. Alors, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'éléments de réponse parce que j'ai oublié de dire en début de webconférence que je n'étais là que depuis le mois de mars. Mais je prends votre question et je serai preneur de vos coordonnées, monsieur, si vous pouvez les mettre sur le fil d'information pour que je puisse vous répondre plus précisément. D'accord. Voilà. OK. Hein, mais ça rentre en tout cas parfaitement dans le cadre de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que l'ISTOM, dès qu'elle le peut, elle est toujours intéressée par ce genre de coopération. OK, d'accord. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. Il est 15h30. On va clore cette webconférence.